Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de contrôle, alors notamment contrôle chantier. Je rappelle que ces vidéos sont à destination uniquement des maîtres d'ouvrage, à titre d'information bien sûr, et qu'on évite d'avoir les dérives que je connais actuellement en expertise, qui très souvent sont liées. Le contrôle est quand même une chose très importante. Donc c'est un sujet qui est quand même assez vaste, on va essayer de le traiter succinctement. Donc j'ai été obligé de me faire une petite liste parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Donc on va déjà commencer par qui s'occupe du chantier. Alors qui s'occupe du chantier? Il y a 3 personnes qui peuvent s'en occuper, en théorie. Vous avez le maître d'ouvrage lui-même, par exemple, le maître d'œuvre, l'architecte, qui sert aussi de maître d'œuvre. Donc ces 3 personnes doivent surveiller le chantier, le contrôler, mais de façon très précise. Parce que s'il y a des erreurs, après ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Donc voilà. Donc une fois qu'on a situé tout ça, on va parler des devis. Je vais vous donner un exemple de devis. Je ne peux pas vous le faire voir parce que bien sûr c'est un devis d'entreprise. Il a fait un devis pour des travaux de maçonnerie, de placo, d'électricité et de plomberie. Alors déjà, sur son en-tête, il y a marqué garantie assurance décennale. Et en fait, ces garanties n'existent pas. Je les ai demandées, il les a pas. Mais là où c'est assez surprenant, c'est on a un total maçonnerie. Alors bien sûr, où il y a le placo, il y a même des canalisations qui sont liées à la plomberie. Bon, ça nous donne un prix. Et puis après, on a un prix d'électricité pour la maison, 5500 €. Une ligne. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Et il me dit, mais c'est suivant le consuel. Je lui dis, bah oui, ok, d'accord, mais le client le maître d'ouvrage avait demandé, avait fait un plan de projet à cette entreprise, et il aurait dû lui rendre comment je dirais, un plan d'exécution, parce qu'en fait, ce qui a été fait ne correspond pas du tout à ce qui a été demandé par le client. Et il me dit, bah non, je ne peux pas faire autrement. Ok. Après, j'ai l'électricité, non, ça je vous l'ai donné, la plomberie, 3000. Alors, il y a un mot, plomberie, il y a un prix, 3000, hors taxe. Voilà. Alors vous pensez bien que ce genre de devis, non, faut oublier. Une entreprise qui vous donne un devis comme ça, ben, faut essayer d'aller voir la prochaine. Alors bien sûr, je discute avec le maître d'ouvrage qui me dit oui, mais j'ai demandé 3 devis, j'étais pressé, il y en a qu'un qui m'a répondu, j'ai pris celui-là. Ben voilà, elle a pris un risque, la maîtrise d'ouvrage, et derrière, ben, maintenant, il y a l'expert qui arrive pour essayer de contrôler tout ce qui a été fait, et je peux vous dire que c'est une véritable catastrophe. Donc quand je vous dis qu'il faut être vigilant sur les devis, restez-le et soyez très très euh, observateur et suspicieux dans tout ce qui est écrit, faites-vous tout expliquer. Voilà. Devis et contrat. La différence entre un devis et un contrat. Et il faut savoir que chaque fois que vous faites des travaux, vous devez faire des devis. Vous consultez, vous faites comme vous voulez, ce n'est pas le problème. La personne qui est retenue doit vous faire ce qu'on appelle un contrat. Alors dans le devis déjà, il faut demander à ce que tout soit décrit de façon très précise, exactement ce qu'ils vont faire et quels matériaux ils mettent en œuvre, quelle qualité de produit, les avis techniques des produits, si vous les voulez, vous devez les demander, tout en sachant qu'une entreprise, c'est bien écrit maintenant dans les contrats d'assurance, ne couvre pas les matériaux qui n'ont pas d'avis technique en cours de validité. Donc les devis très très précis, c'est-à-dire qu'un devis qui fait 4 lignes, poubelle, vous laissez tomber, ça ne marche pas. Une page, suivant le volume des travaux, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc si un devis vient avec 50 pages, c'est pas grave. Lisez-le bien, faites-vous expliquer par l'entreprise, détaillez tout, il faut que vous compreniez tout. Là, je m'adresse toujours au maître d'ouvrage. Maintenant, le contrat. Alors, le contrat, c'est autre chose. Le contrat, c'est la suite du devis, parce qu'en fait, le devis, il a une valeur, comment je dirais, c'est un document texte que vous allez avaliser. Il a une valeur pour ce qu'il est, mais ça ne représente pas un contrat. Un contrat, lui, il va tout reprendre comment va être fait le chantier. C'est-à-dire que déjà, il y a le nom de l'entreprise, le nom de la maîtrise d'ouvrage, les assurances,
elles sont obligatoires, ça fait partie du contrôle. Si vous n'avez pas les assurances, vous empêchez l'entreprise de démarrer, ça c'est clair, hein. Vous ne pouvez pas vous mettez trop en danger. Donc après, il y a plein de, comment je dirais, sur un contrat, vous pouvez demander à ce qu'il y ait plein de, enfin du moins beaucoup de sollicitations de votre part, notamment par exemple, vous pouvez demander une présence permanente sur le chantier. Ça c'est clair, et s'il n'y a pas de présence permanente, les jours où il y a quelqu'un qui manque, mettez une pénalité de retard très importante. Vous verrez, ça va calmer le jeu. Vous pouvez demander des contrôles, que ce soit à l'architecte ou au maître d'œuvre. Vous pouvez demander des contrôles, des points de contrôle, ça c'est important. Et ça, vous écrivez un maximum de choses. Si ça vous paraît trop compliqué, vous pouvez toujours me contacter, je vous expliquerai plus facilement. Je vais peut-être faire des petits textes là-dessus que je pourrais fournir, bon on verra, ça, on n'en est pas là aujourd'hui. Donc une fois que vous avez fait vos devis et vos contrats, là vous pouvez y aller, vous pouvez signer. Vous avez tout vérifié, tout est bon. Et si, en tant que maître d'ouvrage, vous n'arrivez pas à vérifier, bah faites-vous aider, il y a des experts qui sont là, ils vous donneront un coup de main, et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter, mais au moins vous vous trouvez en sécurité. Parce que alors, les dérapages, on en a, ça ne s'arrête pas. Donc voilà. J'oubliais aussi le choix des matériaux. Alors, je sais pas moi, par exemple, on vous met une baignoire, demandez la marque, le type de la baignoire. La vasque, demandez la marque, les dimensions. Ça doit tout être écrit, tout ça. Une charpente, bien faire préciser si elle est en traditionnel, en fermette ou les deux, mélangés, ça arrive. Les couvertures, bah, on met la marque de la tuile, la couleur de la tuile. Ça doit être, en plus, c'est relié au permis, tout ça. Donc il faut que vous ayez un maximum d'informations sur tous les devis, mais pour tous les corps d'état. C'est-à-dire que, par exemple, du carrelage, il vous dit, le mieux, c'est on vous donne une salle d'exposition, et on vous dit, voilà, nous, on va vous poser du carrelage à 35 € le mètre carré hors taxe. Veuillez aller dans la salle d'exposition et vous regardez ce qu'il y a, vous choisissez ce que vous voulez. Parce qu'un carrelage qui soit, bien sûr, sauf si vous rentrez dans des dimensions qui sont disproportionnées, mais la pose de prix-pose elle-même. Donc vous allez voir sur cette salle d'exposition, vous faites votre choix. Si ben, le carrelage, vous avez prévu 35 et puis vous trouvez un qui vous plaît mieux à 38, ça vous fait 3 € du mètre carré en plus. Donc vous fournissez ça à l'entreprise qui, elle, vous fait un avenant tout de suite. Mais là, il ne faut pas attendre. Plus vous attendez dans l'avancement des chantiers, plus vous aurez des problèmes. Il faut figer tout du départ, autant que faire se peut, mais si on peut, on fige tout. Et on n'en parle plus. Voilà. Après, s'il y a des bureaux d'études qui interviennent, vous devez savoir qui c'est, parce que s'ils sont sous-traités par des entreprises, c'est des sous-traitants. Dans le contrat, vous précisez bien que vous ne voulez pas qu'une entreprise ne peut pas employer des sous-traitants sans vous avoir signalé qu'elle le fait et vous donner les coordonnées du sous-traitant. Ça, c'est une règle de base aussi, il faut vraiment le faire, ça. J'ai parlé aussi sur les contrats. On va revenir un peu sur les contrats. Si vous voulez des contrôles, vous demandez le type de contrôle. C'est-à-dire que vous dites, voilà, je veux un contrôle de dimensionnement, je veux un contrôle de qualité de travaux. Vous mettez tous les contrôles possibles et imaginables que vous voulez. Vous pouvez tout imposer à un architecte ou à un maître d'œuvre. On est en économie de marché, vous avez un contrat avec cette personne. Ne vous contentez pas d'avoir des contrats standards de la part de qui que ce soit. Qui est un standard, il n'y a pas de problème. Mais en bas, vous demandez les conditions particulières. Donc sur les conditions particulières, ben, vous mettez tous les avenants que vous voulez. C'est-à-dire, je veux ça, je veux qu'on contrôle tous les dimensionnements, qu'on contrôle les implantations. Je vous donne un exemple tout bête. Une fenêtre ou une porte-fenêtre qui est implantée 20 cm à côté, comme ça, je l'ai vu, notamment sur une fenêtre, ça a coûté 10 000 € pour la déplacer parce qu'ils s'en sont aperçus quand la maison était finie à la réception. Et tout simplement parce qu'il y avait un problème de cuisine à l'intérieur et la fenêtre, ben, elle était dans les meubles de cuisine, donc ça ne pouvait pas le faire et la cliente a refusé, elle a dit non, moi je reste sur mes positions, je veux, débrouillez-vous. 10 000 €. Voilà. Voilà la plaisanterie, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de contrôle, alors que là en plus,
je vais vous dire, c'est rien, il y avait quelqu'un qui gérait le chantier. Voilà, je ne veux pas vous dire quel était son niveau. Après, bien sûr, vous devez contrôler les assurances. Les assurances, elles doivent vous être fournies à date du chantier, avant que l'entreprise soit sur le chantier. Ça aussi, c'est important. Il faut vous faire fournir les plannings. Pour que vous puissiez contrôler, il faut que vous ayez des plannings. Ça paraît simple et évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous imposez aussi sur le contrat les comptes rendus de chantier. C'est-à-dire que vous dites toutes les semaines, je vais avoir un compte rendu de chantier, je veux une visite de chantier, un compte rendu de chantier. Vous êtes le maître d'ouvrage, vous avez tous les droits. Dès l'instant que vous payez, on est dans le privé, vous faites ce que vous voulez. Si la personne avec qui vous signez n'est pas d'accord, eh ben vous lui dites, désolé, je vais aller en chercher un autre, et puis c'est terminé, qui fera ce que je veux. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes le client, ça c'est quand même important de bien se rappeler qu'on est le client maître d'ouvrage. Donc, il y a aussi une chose importante, que ce soit une villa ou une rénovation, il doit y avoir ce qu'on appelle des procès-verbaux d'implantation. C'est-à-dire que si c'est une villa, le jour où il démarre la villa, vous êtes sur place, vous faites un procès-verbal d'implantation, c'est-à-dire que tout est vérifié, que tout est bien au bon endroit, et ça vous le suivez. Alors si vous ne savez pas faire, ce qui est possible, hein, faites-vous aider. C'est pas parce que vous avez un architecte ou un maître d'œuvre que ça va être fait correctement. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vous donne un coup de main. S'il faut que ce soit un expert, en principe ce sera un expert quand c'est comme ça, peu importe, ou un autre maître d'œuvre, mais faites-vous assister. Voilà, si vous ne savez pas, faites-vous assister. Donc voilà. Alors, il y a une petite combine qui consiste à mettre dans le contrat que l'entreprise, tous les intervenants, déjà vous demandez à ce qu'il y ait une présence impérative tous les jours, c'est-à-dire que si c'est un maçon qui démarre, tant qu'il n'a pas fini, il y a toujours quelqu'un sur le chantier. Soit un plombier, c'est pareil, dans leur date d'intervention, il doit toujours avoir quelqu'un sur le chantier. Mais il y a une petite finesse, c'est que vous pouvez imposer le fait de dire, voilà, moi je veux 10 photos de mon chantier chaque jour par corps d'état. Alors vous allez me dire, mais c'est énorme. Mais évidemment que c'est énorme. Mais ça vous permet, chaque jour, de savoir ce qui s'est fait. C'est-à-dire que si une entreprise qui devait être là ne vous a pas envoyé de photos, c'est qu'elle n'y était pas. Donc vous n'êtes pas passé pour voir. Puis j'ai autre chose. Vous, suivant votre travail, imaginons que vous soyez obligé de partir à l'autre bout de la France ou à l'étranger pour votre travail, par exemple, pendant une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas. Donc ces photos, vous s'envoyez tous les jours sur une boîte mail dédiée et vous pouvez consulter tous les jours, vous les sauvegardez. Et ça vous permettra aussi de vous rendre compte de ce qui se fait. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous paraît douteux, c'est-à-dire que vous dites, tiens, mais jamais j'ai demandé ça, ou je ne le voyais pas comme ça, vous avez un doute, il faut lever le doute. Ça fait partie des contrôles. Dès qu'il y a doute, sur un contrôle ou hors contrôle, faut le viser. Donc après, on a les plans d'exécution. Les plans d'exécution, c'est pour toutes les entreprises. Elles vont servir à contrôler le chantier. Évidemment, si vous voulez contrôler, ou si vous mettez un contrôleur, s'il n'a pas de plan, s'il n'a pas de devis, il ne pourra pas lire. Donc pour contrôler avec les plans d'exécution, il vous faut le devis, c'est-à-dire que vous faites un devis si vous voulez sans les prix, vous les cachez, vous faites des copies, et vous avez le détail de tout ce qui va être fait, ce qui fait que vous pouvez tout contrôler. Ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Après les dimensions, ce que je vous conseille, c'est toujours vérifier toutes les dimensions, mais les vérifications de dimensions, c'est par exemple sur une villa neuve, c'est à chaque stade, c'est-à-dire que vous les vérifiez les fondations. Dès qu'ils ont monté 20 cm de mur, vous demandez un contrôle des longueurs, des largeurs, des diagonales, de tout. Et du plan de fondation aussi. Et ça, imaginons que vous ayez un vide sanitaire, ils vont monter les agglos, ou un autre produit, peu importe, il y aura un plancher qui sera posé et on va redémarrer le premier niveau, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Automatiquement, vous demandez encore un contrôle, longueur, largeur, diagonale, et de façon à ce que tout soit clair. Après, on en est sur les plans d'exécution, le niveau 1 mètre. Alors, le niveau 1 mètre, il est impératif. Alors, moi, je suis dans les Cévennes, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent à travers le niveau. On ne voit pas de niveau. C'est impératif. Si vous n'avez pas de niveau, on va dans le mur. C'est la catastrophe, quoi. Vous ne pouvez pas respecter les hauteurs, vous ne pouvez rien respecter. C'est-à-dire qu'un niveau
à 1 mètre, et la cote 1 mètre est obligatoire, pas question, vous interdisez à qui que ce soit de faire un trait de niveau à 1m10, à 1m20 ou à 90. Ça non, 1 mètre toujours. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tout le monde sait que c'est 1 mètre. Le maçon, mettons qu'il soit parti, il arrive le menuisier, il va rien comprendre. Il va dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Il va vérifier, il va téléphoner, bon, ça va se régler. Mais après, le carreleur, tout ça, les réserves de sol, le chauffagiste, tout ça, si la réserve de sol n'est pas bonne, comment on fait? Il y a un problème. Donc il faut absolument contrôler tout ça. Il faut, plus vous avez des contrôles, plus vous éliminez les risques d'erreur. Donc, et les fenêtres, par exemple, les portes et les fenêtres, il faut demander à ce qu'elles soient implantées dans l'axe et que le trait d'implantation soit survivant en permanence jusqu'à la fin du chantier. Alors bien sûr, pour qu'il soit survivant, c'est assez facile, hein, on prend des craies grasses, soit une craie bleue, soit une craie rouge. Et puis c'est terminé, ce qui fait que vous pouvez contrôler à tous les moments. Si vous n'êtes pas là pour faire le contrôle des ouvertures, eh bien, vous venez le lendemain, ils ont monté les ouvertures, vous prenez un décamètre et vous vérifiez, et vous demandez sur les plans d'exécution qu'il y ait des lignes de code qui soient faites que sur les axes, mais qui soient partant d'un angle. C'est-à-dire que vous avez bien vérifié que l'angle est bon, c'est-à-dire que la longueur du panneau est bonne, et vous mettez dans un angle, et à partir de là, vous vérifiez, la première fenêtre, elle va être à 3 mètres par exemple, la deuxième va être à 5,50 m, et ainsi de suite. Mais vous pouvez tout vérifier tout seul, vous avez besoin de personne. Ça, c'est important. Donc, les cotations, c'est vraiment, que ce soit en neuf ou en rénovation, si c'est en rénovation, les cloisons intérieures, vous les faites tracer au sol avant qu'il y ait quoi que ce soit dans la pièce. C'est pareil pour les maisons individuelles. Vous prenez une maison individuelle, même un immeuble, hein, ça n'a pas d'importance, il y a des cloisons, vous les faites tracer avec le trait de chaque côté, si c'est des cloisons de 72 ou de 100, peu importe, vous avez les deux traits, et ça vous permet d'être très clair, de bien vérifier si tout est bon par rapport au plan. Parce que ne pas oublier que le plan d'exécution, les plans d'exécution, ce sont les outils de communication pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque corps d'État a tous les plans d'exécution, que ce soit le maçon, que ce soit... peu importe. Il y en a 10, eh bien il y en a 10. Et puis comme ça, tout le monde, il n'y en a pas un qui pourra dire, mais non, regardez, non. Il a tous les plans. Donc à lui de vérifier s'il y a une erreur. D'ailleurs, la règle, c'est de dire, si l'entreprise constate une erreur, c'est son point de conseil, elle doit le signaler. Donc, et dans le contrat, je reviens un petit peu au contrat, vous pouvez écrire tous ces points de contrôle. Et si vous ne les connaissez pas, faites-vous aider. Il y a des gens, moi je fais du contrôle qualité, je peux vous dire que j'ai des grilles américaines, je ne vais pas vous les faire voir parce que ça va nous prendre un peu du temps, mais on coche tout. C'est-à-dire que chaque intervention, on sait que par exemple les fondations, il y a un plan de fondation qui doit avoir un écart de niveau de X. Là c'est vérifié. Plan d'implantation des fondations, c'est vérifié. Plan d'implantation des murs, c'est vérifié, c'est coché vérifié avec la date. Et si c'est pas bon, on met une annotation. Et là, on peut se retrouver avec des points d'arrêt. C'est-à-dire que, imaginons que le PV d'implantation soit bon, tout soit bon, et que l'entreprise, pour une raison qu'on ignore, eh ben, elle est resserrée, un mur qui doit être à 4 mètres de la limite de propriété, peut être à 3,90 m par exemple. Là, il y a forcément un problème. Donc automatiquement, dans les points de contrôle, on aura tout ça. Parce qu'il y aura forcément une variable qui fera qu'au moment du contrôle, eh ben, pourquoi là on a ça, là on a ça, on devrait avoir 8,10 m, on a 8,30 m. Voilà, il va falloir éclaircir. Donc faut pas... Le but dans les contrôles, c'est d'arriver à la fin du chantier, que tout est tellement contrôlé qu'il n'y a pas de réserve. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, on a la norme NFP03-001 qui permet des OPR, c'est-à-dire des opérations préalables à réception. Donc ça vous permet à chaque avancement, à chaque fin de lot, de vérifier l'ensemble des lots. Mais la différence entre ça et le contrôle, c'est qu'à l'avancement, eh bien vous savez, c'est-à-dire que vous avez tout contrôlé, tout est vu, les axes d'écoulement, les cloisons, les murs, tout est vérifié, ce qui fait que
X fois, on arrive à la fin du chantier, on dit on n'a pas vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand j'entends gestion de la GPA, la garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire des réserves, quand vous voyez comme j'ai vu certains dossiers, 400 réserves. Bon, c'est des gros dossiers, mais 400 réserves. Si ça coûte un argent fou, ça. Et de toute façon, c'est toujours le maître d'ouvrage qui paye à la fin. Parce qu'il y aura des décalages de planning, il y aura comment je dirais, la date d'échéance, elle ne sera pas bonne. Soit c'est une habitation et le maître d'ouvrage a donné sa dédite, ça crée des tensions pas possible. Il faut éviter ça. Donc le contrôle, c'est un document maître dans un bâtiment. C'est vraiment un document maître. Et je reviens peut-être un petit peu aussi sur les plans d'exécution. Jamais démarrer en disant on fera un plan d'exécution pour le maçon puis on verra pour le reste. Non, on verra égale chèque égale dollar. Ça c'est clair. Hein. Faut pas quand je dis dollar, c'est euro, mais c'est l'expression qui dit ça. Voilà. Et vous pouvez demander aussi dans le contrat un carnet de chantier. Alors un carnet de chantier, c'est assez simple. C'est un carnet où tout est écrit dedans. Alors chaque jour ce qui est fait, hein, vous demandez à ce qu'on écrive la météo, ça c'est important, chaque jour la météo. Chaque jour ce qui est fait, alors si c'est un maître d'œuvre, il doit le faire, si c'est un archi, il doit le faire, et puis c'est terminé. Il est payé en conséquence pour ça. Si il fait varier son devis parce que vous en demandez plus, eh ben, il vaut mieux payer puis pas avoir les problèmes. Ça c'est clair, c'est d'une évidence, mais alors, parce que les problèmes c'est toujours pour les autres, mais quand ça vous tombe dessus, vous comprenez plus. Vous comprenez plus. Ça vous met dans des états de stress. J'ai des clients, moi, j'en ai un actuellement. S'il regarde la vidéo, il va savoir que je parle de lui. Ben, je suis désolé pour lui, c'est un gars qui est jeune, qui gagne bien sa vie, qui bosse beaucoup, mais il a fait faire une belle maison et il a plein de problèmes. Alors que j'étais allé le voir pour un tout petit problème, j'en ai trouvé plein. Voilà, je ne dirai pas quoi, mais ça, parce que ça n'a aucune importance. Donc on reste sur ce carnet de chantier, de façon à ce que chaque jour ce soit écrit. Et que ce soit mis, par exemple, ça peut très bien se faire, se digitaliser, comment je dirais, se dématérialiser, c'est-à-dire que le carnet de chantier peut être chez le maître d'œuvre, chez le conducteur de travaux, chez l'architecte, n'importe où, et puis tous les jours, chaque fois qu'il remplit, poum, il vous envoie un fichier PDF. Et à la fin, ben, quand on arrive à la réception, il y a un DOE où vous avez le carnet de chantier, tout est écrit, vous connaissez l'historique de vos travaux. Donc, et tout est écrit dedans, il y a un problème, ben, ils l'écrivent. Comment il a été géré, d'où il vient, et comment il a été géré. Voilà, ça c'est important. Mais s'il y a vraiment des contrôles, et les contrôles, je dirais même que au moment où de la création de la méthode, c'est-à-dire avant de démarrer le chantier, si tout est contrôlé là déjà, c'est fini. Normalement, ça devrait marcher. Mais bon, il y a toujours la main d'homme. Donc, oui, j'avais parlé des diagonales pour la maçonnerie, par exemple, mais faut savoir, par exemple, en rénovation, que, en principe, j'ai bien en principe, mais c'est quand même une règle importante, que toutes les cloisons à l'intérieur doivent toutes être d'équerre. C'est-à-dire qu'on prend un axe et on trace tout d'équerre. Et après, eh ben, elles vont percuter les murs à l'extérieur, ben, il y aura un angle, mais l'angle, il faut le laisser. J'ai vu il y a quelque temps un couloir en queue d'aronde. C'est impressionnant, 10 cm. Eh ben, je pense que là, il était sur le plan tracé comme ça. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est exactement comme si vous avez sur un plan un WC qui ouvre sur une salle à manger. Avant, c'était interdit. Maintenant, apparemment, c'est obligatoire. Parce que c'est obligatoire, c'est autorisé, excusez-moi. Mais bon, moi, je suis pas trop d'accord. Après, je pense pas que vous soyez d'accord et que vous acceptiez quand vous mettez un WC qui ouvre directement sur une salle à manger. Ça, c'est quand même des règles. Ça, il faut faire attention. Donc après, je vais vous parler du plan électrique. Ça, c'est un grand moment, le plan électrique. Il faut absolument que, quand vous avez vos plans d'exécution, les plans de distribution, par exemple, il faut voir avec votre famille, votre famille, où vous allez mettre les meubles. Essayez d'anticiper, surtout par exemple les lits, où ils vont être mis, quel type de lit, si c'est un 140, si c'est un 90, quels meubles vous allez mettre, où vous allez les mettre, de façon, par exemple un lit, il va y avoir une prise de chaque côté. Il faut savoir que dans une chambre, le nombre
de prise minimum, c'est 3. Après, vous avez les raccordements USB ou les RJ45. Donc tout ça, il faut que ce soit fait à l'avance. C'est-à-dire que vous, si vous ne savez pas faire, enfin non, de toute façon, vous saurez mettre vos meubles. Vous demandez, vous les faites, et après, l'électricien vous doit un plan d'électricité. Mais tout est écrit dedans. C'est-à-dire que où sont les lampes, où sont les prises, quel type d'éclairage, je veux dire par exemple une prise commandée avec un bouton et deux prises, un téléructeur, un va-et-vient, tout ça, ça doit tout être écrit. Et puis vérifiez bien que c'est toujours marche en avant, c'est-à-dire que vous sortez d'une pièce, vous devez pouvoir éclairer en sortant à moins de 50 cm de l'angle du dormant pour pouvoir continuer à avancer. Donc faites attention parce que là j'ai vu il n'y a pas très longtemps des erreurs qui sont assez surprenantes. Une prise à 1 mètre de l'angle d'une porte, qu'est-ce que j'ai vu encore, une prise qui était dans la cloison d'une salle de bain et une commande, alors que sur le plan c'était prévu sur le meuble. Pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas, mais bon, peu importe, c'est comme ça, c'est fait. Donc les sanitaires et le chauffage, pareil, il faut savoir où vous allez les mettre, vos sanitaires, dans quel sens. Il faut le définir, ça. Le chauffage, s'il y a des radiateurs, où ils vont être. Ça, il y a une étude qui est faite, vous demandez l'étude, et puis vous voyez où vous allez les mettre, et mettez tout ça en fonction des meubles que vous avez ou que vous pensez acheter. Pour ce qui concerne les carrelages, alors les carrelages, on ne voit jamais de calpinage, mais je vous assure qu'il faut vraiment un calpinage. Parce que, par exemple, on prend une salle de bain, voire une douche, il arrive régulièrement de voir des carreleurs qui vous disent je démarre d'un côté, je fais le tour, et je fais les coupes, et je fais le tour. Donc des fois, on se retrouve dans un angle avec une coupe de 2 cm, puis de l'autre côté, il y a une coupe de 20 cm. Ça, c'est pas acceptable. On démarre dans l'axe des panneaux, et on s'écarte vers les extérieurs de façon à ce que tout soit régulier. Et ça, c'est valable pour les sols aussi. Les sols, on démarre sur un certain axe parce que, par exemple, en rénovation, on essaye de partir parallèle au couloir, de préférence, perpendiculaire à la pente d'entrée. En principe, c'est l'idéal, mais bon, c'est pas toujours possible. Mais parallèle à un couloir, qu'on n'ait pas dans le couloir des carreaux qui soient mal posés, qui soient en diagonale ou en travers, ou peu importe, faux parallèle, ça marche pas. C'est un défaut d'aspect, et les défauts d'aspect, il faut y faire attention. D'ailleurs, il faut savoir que quand j'ai trouvé une cour de cassation qui dit que quand on est sur un bâtiment de très haut niveau, de très haut style, c'est-à-dire de haute qualité, un défaut d'aspect devient une impropriété à destination. Alors c'est valable par exemple pour les hôtels 5 étoiles, mais ça peut très bien être valable pour une maison où le gars qui vous l'a vendu a coché qualité. Là, je l'ai vu récemment, ça a été coché qualité, la qualité, elle n'y est pas. Donc, ça veut dire que même le défaut d'aspect devient à ce moment-là une impropriété de destination. Donc là, il faut faire aussi attention. Les études, alors, toutes les études que vous auriez, les études techniques, il faut savoir par exemple que pour une ventilation mécanique, vous devez avoir une étude aérolique. Les études béton armé, eh bien, il faut qu'on vous les donne. Ça fait partie du dossier qu'on doit vous fournir tout de suite. Parce que si vous voulez contrôler, vous n'avez pas les études, je ne vois pas comment on peut contrôler. Donc, alors, pour l'instant, on demande au maître d'ouvrage de contrôler, hein, on est bien d'accord. Donc après, il y a les matériaux. Faites-vous préciser exactement tous les matériaux qui vont être mis en place et demandez les avis techniques de tous ces matériaux. Ça, c'est important, parce que ça peut créer des problèmes. Et à chaque fois que vous voulez changer, vous faites faire des fiches de choix. C'est-à-dire qu'on vous dit, enfin vous voulez changer, non. On vous dit la salle de bain est prévue comme ça, comme ça, comme ça. Vous voulez aller voir dans une salle d'exposition, vous allez trouver par exemple une baignoire ou un autre carrelage ou autre chose, peu importe, qui vous plaît mieux. Vous faites faire une fiche de choix, vous fournissez un double à l'entreprise et vous demandez si un avenant plus, un avenant moins. Voilà, ça c'est comme ça. C'est valable pour les peintures. Les peintures, vous avez des choix de couleurs. Vous faites écrire sur la feuille de choix, la cuisine sera peinte de telle couleur, le salon de telle couleur, la salle de bain de telle couleur.
Idem pour la façade. La façade, on vous dit au départ c'est prévu comme ça vous plaît pas, vous dites bah non j'aimerais mieux ça et ça et ça, ok. Vous faites faire une fiche de choix, vous dites voilà je veux ça et ça et ça, et l'entreprise vous fait un avenant, si l'avenant il est accepté, bah, on roule et il n'y a plus de problème. Donc voilà. Et surtout les avis techniques de tous les matériaux. J'oubliais ce que je voulais vous dire concernant le... Ah oui, concernant... Alors là, on a demandé au maître d'ouvrage de vérifier le chantier. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'autocontrôle. L'autocontrôle, c'est l'entreprise qui doit vérifier tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que vous pouvez demander des documents d'autocontrôle, par exemple au maçon, vous lui dites voilà, je veux que vous me donniez vos autocontrôles, c'est-à-dire que vous avez bien vérifié la longueur, la largeur, la hauteur, les diagonales, que tout est vérifié et les dates où c'est fait. Et ça, vous êtes en droit, vous pouvez tout demander. C'est clair, vous signez un contrat, vous précisez dessus ce qui est écrit. Si l'entreprise est d'accord, il n'y a aucun problème. Donc il faut vraiment prendre tout ça en compte. Voilà, donc on a à peu près fait le tour. Donc tout ça pour vous expliquer que le non-contrôle de travaux, c'est la porte ouverte à tous les abus. Et je peux vous assurer que s'il y a autant d'experts qui ont autant de travail, c'est toujours à cause de ça. Simplement, il y a des travaux qui sont mal faits, mais ils n'ont pas été contrôlés. Par exemple, si vous avez un mur qui n'est pas d'aplomb, mettons qu'il dépasse, le DTU vous dit par exemple sur des agglos qu'on a droit de centimètres sur 2,50 m, s'il y a 4 cm, et puis qu'on a continué, on s'en aperçoit quand on a monté 3 niveaux en dessus, bah, ça veut dire que le contrôle n'a pas été fait. Et là, c'est quand même dangereux. C'est pas bon du tout. Et puis il y a la qualité. Je veux dire, même au niveau de l'autocontrôle, vous pouvez demander un contrôle qualité, c'est-à-dire que le gars il dit oui, ok, j'ai vérifié, tout est conforme au DTU et aux normes en vigueur. Et c'est valable pour tout le monde, ça, sur l'autocontrôle. Mais en même temps, vous pouvez demander aussi un contrôle qualité par l'architecte ou par le maître d'œuvre. Il faut comprendre aussi que dans l'autocontrôle, c'est l'entreprise qui se contrôle et on sait très bien que quand il a la tête dedans, il avance et des fois il oublie des choses. Mais si vous lui donnez un carnet de chantier, si vous lui donnez des points de contrôle, mais il faut être d'une exigence pas possible parce que ça sert à tout le monde. Même si vous avez l'impression de perturber une entreprise avec tous vos contrôles, c'est pas grave. Laissez faire. À la fin, l'entreprise, vous allez la payer. Le boulot sera très bien fait et vous n'aurez plus de problème. Donc, le contrôle, c'est un document maître dans la construction, dans la rénovation, dans tout ce qui est travaux. Que ce soit même dans les VRD, les voies aérosols divers, si vous posez des canalisations et qu'elles ne sont pas mises à la pente correctement, si ce n'est pas contrôlé avant le remblaiement, comment on fait? Ça va être trop tard, vous allez vous en apercevoir 5 ans après. Mais bien sûr qu'il y aura des assurances, mais les problèmes, vous allez les avoir. Et si vous avez un travail qui est un peu prenant, comment vous allez gérer vos problèmes familiaux de maison et en même temps votre boulot? Ça impacte tout le monde, ça. C'est valable aussi pour les piscines. Les piscines, c'est le même problème. Les piscines, il faut être d'une rigueur. C'est encore une autre échelle, les piscines. Parce qu'une piscine qui tombe en panne, c'est un cauchemar. Parce que pourquoi? Parce qu'elle tombe en panne quand elle marche, c'est-à-dire entre le mois de mai et le mois de septembre. Donc là, j'ai un cas de figure où j'ai un client qui s'est fait poser une coque. On vient de s'apercevoir qu'elle a 5 cm de faux niveau. Et l'entreprise se permet de lui dire, bah oui, elle s'est mise en place. 5 cm de faux niveau. Pas acceptable. Donc on va certainement faire démonter. Voilà, donc contrôle. Si au départ cette piscine, elle avait été contrôlée, le remblaiement avait bien été contrôlé et fait correctement, ça marcherait. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des gens qui sont incompétents, des entreprises incompétentes. Et bien, dans le contrôle, vérifier les compétences de cette entreprise. Ça aussi, ça fait partie du contrôle, c'est-à-dire demandez-leur de voir ce qu'ils ont déjà fait, allez voir leurs clients, demandez-leur qui vous présentent des clients, et voilà, après, il faut toujours être très, très suspicieux. Plus vous serez suspicieux, plus vous allez prendre des bonnes décisions, et plus vous serez garanti. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, on a fait le tour pour ce matin. Je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse taper sur la cloche, vous abonner à ma chaîne,
Et éventuellement, si vous avez des commentaires à faire, soit vous les mettez sur YouTube, soit vous m'écrivez, vous avez mon adresse email, vous me téléphonez si vous voulez, et j'essaierai de vous répondre au mieux. Mais bon, si c'est très compliqué, ce ne sera pas possible, mais à ce moment-là, on prend rendez-vous. Je suis à votre disposition pour ce qui est du contrôle, comme pour le reste. Si vous avez besoin de faire des plans de contrôle, ou si vous avez besoin de textes, comment je dirais, de grilles pour contrôler les chantiers, il n'y a aucun problème. On sait le faire et on peut vous le faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, pardon, excusez-moi, une bonne journée. Il n'est pas très beau aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée. Au revoir.